There are 400,000 men on this beach. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. Is he Alive. And with your help, I'd like to keep it that way. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Dunkerque est 1917, deux des films de guerre les plus intéressants de ces 10 dernières années et qui, en bousculant les codes de leur genre, n'ont vraiment réinventé. Alors, calmons-nous, ce ne sont pas non plus les premiers à réussir une telle prouesse. L'un des exemples les plus connus, je pense, c'est Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, avec notamment cette fameuse séquence d'introduction que pratiquement, oui, tous les réalisateurs ont pompé par la suite. Mais là où je veux en venir, c'est que ces deux films ont beaucoup de similitudes dans leur manière de bousculer les codes de mise en scène pour un film de guerre. Et ça, je vais essayer de vous le prouver en 4 points. Premièrement, l'immersion. Dans Dunkerque, on est au plus près des personnages, en les suivant dans un bateau, dans un avion, sur la mer ou sur la plage. Dans 1917, c'est la même chose, sauf que là, on ne suit que 2 personnages, qu'on ne lâche pas du début jusqu'à la fin, à travers le plan séquence. Dans les 2 cas, il y a une volonté d'immersion totale de la part des réalisateurs. Mais là où est la force, c'est qu'ils ne nous montrent jamais quelque chose que les protagonistes ne peuvent pas voir, qui est généralement le danger qui les attend, donc en l'occurrence l'ennemi. Et ça, on peut le voir dans pratiquement tous les films de guerre, comme ici. Ou là. Ou encore là. Et même si c'est juste pour quelques secondes, on voit quand même la nuit. Et du coup, parfois, il n'y a plus vraiment de surprise, vu qu'on sait déjà où est le danger. Maintenant, ça n'enlève rien à la qualité de ces films, qui sont meilleurs mais dans d'autres domaines. Mais là, en ne sachant pas où est l'ennemi et quand il peut surgir, on est au même stade que les personnages. On n'en sait pas plus que eux. Et c'était sûrement le cas lors de la guerre. On ne savait sûrement pas où était le danger et quand il pouvait venir. Et tout ça rajoute donc une immersion très impressionnante et réaliste à ces deux films. Et c'est également renforcé par le deuxième point. La course contre la montre. Habituellement, dans un film de guerre, on se demande avant tout si les personnages qu'on est en train de suivre vont survivre. Et bien ici, on peut se poser la question de savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Mais je pense que la question principale, c'est vont-ils y arriver à temps? Parce que quel est le scénario de ces deux films? Quelle est la mission? Celle de Dunkerque, c'est de prendre le maximum de navires et de bateaux disponibles pour secourir les soldats, entre guillemets, prisonniers à Dunkerque. Et dans 1917, les deux soldats doivent aller prévenir un autre bataillon de ne pas attaquer pour ne pas tomber dans un piège. Ces deux films jouent avec le temps. L'ennemi principal, c'est le temps. Et donc, dans les deux cas, on se demande s'ils vont y arriver à temps, surtout qu'il y aura des problèmes qui vont perturber les deux missions. Dans Dunkerque, on a le personnage de Cillian Murphy qui va les ralentir et même leur faire perdre un compagnon à cause de sa peur de retourner à Dunkerque. Et dans 1917, on va perdre un soldat, ce qui va rendre la mission encore plus délicate, car il n'y a plus qu'une personne pour sauver tout un bataillon. Et ça rajoute donc encore plus de suspense. Numéro 3, le rejet d'une violence graphique. Là aussi, c'est un gros parti pris de la part de Christopher Nolan et de Sam Mendes, c'est-à-dire de ne pratiquement jamais nous montrer de sang, de ne pratiquement jamais nous montrer toute une violence qui devenait parfois peut-être un peu exagérée et un peu gratuite dans certains films. Alors que là, les réalisateurs ont plus misé sur l'angoisse, sur la tension qui monte de plus en plus. Mettre les personnages dans des situations extrêmes, au fur et à mesure du film. Numéro 4, le non-développement des personnages.
Alors oui, s'il y a bien un reproche qu'on peut faire à ces deux films, c'est les personnages qui, c'est vrai, ne sont pas hyper bien écrits. Il manque peut-être un peu de développement. Là aussi, ils ne vont pas nous montrer les choses qu'on a déjà vues, c'est-à-dire nous expliquer qui sont les personnages, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Ici, ça commence, on est directement dans l'action. Mais alors, comment s'attacher à des personnages qui n'ont pratiquement pas de développement? Eh ben, en nous montrant de très jeunes acteurs, car ça donne une certaine fragilité, ça donne une certaine innocence. Et du coup, on arrive plus facilement à s'attacher à ces personnages que s'ils étaient plus âgés. Maintenant, ce ne sont pas non plus des copier-coller, car tout n'est pas non plus identique, et tout n'est pas exécuté de la même manière. Mais franchement, si plus de réalisateurs tentaient de bousculer les codes pour le genre qu'ils exploitent, alors je crois que le cinéma serait dans un bien meilleur état. Job to do. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender.